La vie peut être étrange et parfois se terminer de façons incroyables. Nous allons découvrir 5 histoires vraies de personnes décédées de manière extrêmement ironique. Ces récits montrent à quel point la vie peut être inattendue et nous rappellent que, parfois, la réalité dépasse la fiction. Le 8 décembre 2015, en Patagonie, au Chili, Douglas Tompkins, fondateur de 72 ans de The North Face, faisait du kayak sur le lac General Carrera. Ce lac immense, couvrant une superficie de 3000 km², est réputé pour ses paysages à couper le souffle, mais aussi pour ses eaux dangereuses. Il est tristement célèbre pour les tempêtes soudaines causées par un climat imprévisible et des vents violents. Tompkins avait bâti sa carrière autour de son amour pour la nature. Dès son adolescence, il pratiquait l'escalade et, plus tard, il créa l'une des marques d'équipements de plein air les plus emblématiques. Au fil des années, il devint un fervent défenseur de l'environnement, achetant de vastes étendues de terre au Chili et en Argentine pour préserver la beauté de la Patagonie. Ce jour-là, Tompkins pagayait avec 5 autres personnes. Une tempête soudaine s'abattit sur le lac, transformant les eaux calmes en vagues atteignant jusqu'à 3 mètres de hauteur. Le groupe lutta contre la tempête mais perdit le contrôle. Les 6 kayaks chavirèrent, projetant les kayakistes dans l'eau glaciale. La température du lac dépasse rarement 4 degrés Celsius et une eau aussi froide peut provoquer une hypothermie en quelques minutes. Luttant dans ces eaux glacées, 3 kayakistes réussirent à nager jusqu'à une petite île, mais Tompkins et 2 autres restèrent coincés dans le lac, incapables de rejoindre un abri. Ironie du sort, Tompkins, qui avait passé sa vie à promouvoir la sécurité en plein air et à concevoir des équipements pour affronter des conditions extrêmes, se retrouva lui-même vulnérable face aux éléments. Malgré ses connaissances et son matériel, le froid extrême eut raison de lui. Un bateau de patrouille militaire et un hélicoptère furent envoyés pour sauver le groupe. 3 kayakistes furent tirés de l'eau par le bateau, tandis que Tompkins et les autres furent transportés par hélicoptère à l'hôpital le plus proche, à Coyhaique, situé à environ 1600 km au sud de Santiago. À son arrivée, la température corporelle de Tompkins était tombée à 19 degrés Celsius, bien en dessous de ce que le corps humain peut supporter. Le personnel médical fit tout son possible pour le réchauffer, mais son état était critique. Malgré leurs efforts, Tompkins succomba à une hypothermie sévère à 18h30. Sa mort bouleversa profondément sa famille ainsi que les communautés mondiales du plein air et de l'environnement. La disparition de Tompkins suscita des hommages dans le monde entier. The North Face, l'entreprise qu'il avait cofondée en 1966, le décrivit comme un fervent défenseur de l'environnement. Son travail de conservation et son engagement pour la protection des paysages naturels furent largement salués. Sa mort portait toutefois une profonde ironie. Malgré une vie consacrée à dompter et protéger les grands espaces, la nature s'avéra plus puissante que toute préparation. Né en 1943 dans l'Ohio et élevé à Millbrook, dans l'État de New York, Tompkins manifesta très tôt un amour pour la nature. À l'adolescence, il pratiquait l'escalade dans les montagnes Shawangunk. À 17 ans, il quitta son école préparatoire et partit à l'ouest, où il fit du ski et de l'escalade dans le Colorado et en Californie. En 1966, Tompkins cofonda The North Face, d'abord destinée aux skieurs et grimpeurs chevronnés. L'entreprise devint une marque mondiale d'équipements de plein air, mais en 1969, il vendit ses parts et se lança dans de nouvelles aventures. Avec sa première épouse, Suzy Russell, il cofonda Esprit, une entreprise multinationale de prêt-à-porter. Cependant, après leur divorce en 1989, Tompkins quitta l'industrie de la mode désillusionné par son impact environnemental. Dès lors, il consacra sa vie à la conservation. En 1991, il créa le parc Pumalin, une réserve de 290 000 hectares s'étendant des Andes au Pacifique. Avec sa seconde épouse, Christine Tompkins, ancienne PDG de la marque Patagonia, il poursuivit ses efforts, transformant d'immenses territoires en terres protégées. Bien que certains politiciens chiliens aient accusé Tompkins d'accaparement des terres, beaucoup le considéraient comme un visionnaire ayant utilisé sa richesse pour préserver la nature. Son engagement pour protéger les paysages de la Patagonie inspira des défenseurs de l'environnement dans le monde entier. À sa mort, Tompkins avait sécurisé des millions d'hectares pour la conservation, garantissant leur protection pour les générations futures. Tompkins a passé sa vie à défendre le monde naturel, et bien que ses derniers instants aient été façonnés par la nature qu'il aimait tant, son héritage perdure à travers les terres qu'il a préservées. Kurt Gödel, né en 1906 à Brunn, en Autriche-Hongrie, aujourd'hui Brno, en République tchèque, est considéré comme l'un des mathématiciens et logiciens les plus influents du XXe siècle. Ces célèbres théorèmes d'incomplétude ont révolutionné notre compréhension des systèmes mathématiques.
Cependant, malgré son génie, la vie de Gödel a été marquée par une paranoïa sévère et des troubles de santé mentale qui ont finalement conduit à sa mort tragique. À l'âge de 6 ans, il souffrit d'un rhumatisme articulaire aigu. Bien qu'il s'en soit remis, Gödel resta persuadé que cette maladie avait affecté sa santé de manière permanente, alimentant une anxiété chronique et une obsession pour son état physique. Au fil des années, il traversa plusieurs crises nerveuses nécessitant des hospitalisations. Il étudia à l'université de Vienne dans les années 1920, à une époque où la ville était un foyer intellectuel majeur. Il devint un membre clé du Cercle de Vienne, un groupe axé sur la logique et les mathématiques. Sous la direction de Hans Hahn, Gödel obtint son doctorat en 1929, à seulement 23 ans. Ses travaux démontrèrent que les systèmes mathématiques formels étaient fondamentalement incomplets, même avec une rigueur absolue. En 1931, Gödel publia ses théorèmes d'incomplétude. Le premier montrait que tout système mathématique cohérent contient des vérités impossibles à prouver au sein de ce même système. Le second prouvait que ces systèmes ne pouvaient pas démontrer leur propre cohérence. Cela mit fin à la croyance dominante selon laquelle toutes les vérités mathématiques pouvaient être dérivées d'axiomes de base, assurant ainsi la place de Gödel dans l'histoire. Les bouleversements politiques des années 1930, notamment l'annexion de l'Autriche par l'Allemagne nazie, l'angoissèrent profondément. Craignant pour sa sécurité et la possibilité d'être enrôlé dans l'armée allemande, Gödel quitta l'Autriche en 1940 avec sa femme Adele Nimbursky. Le couple s'installa aux États-Unis où Gödel obtint un poste à l'université de Princeton grâce à l'aide d'Albert Einstein, avec qui il se lia d'amitié. Gödel s'épanouit professionnellement à l'Institut d'études avancées de Princeton, mais sa vie personnelle fut marquée par une paranoïa croissante. La mort en 1936 de son mentor, Moritz Schlick, assassiné par un de ses étudiants, renforça ses peurs d'être pris pour cible. Gödel devint convaincu que quelqu'un cherchait à l'empoisonner. Sa peur devint si intense qu'il n'acceptait de manger que de la nourriture préparée et goûtée par Adele, qui l'accompagna et le soutint dans ses épreuves. Avec le temps, la santé mentale de Gödel se dégrada davantage. Il commença à avoir des hallucinations et développa une méfiance irrationnelle envers ceux qui l'entouraient. À la fin des années 1960, sa paranoïa s'étendit même à ses amis et collègues. Son état mental déclinant éclipsa ses réalisations. En 1977, Adele tomba gravement malade et fut hospitalisée pendant 6 mois. Pendant son absence, Gödel refusa de manger, persuadé que toute nourriture qui ne venait pas d'Adele était dangereuse. Cette décision entraîna une malnutrition sévère. Lorsqu'Adele revint, l'état de Gödel était critique. Il s'éteignit le 14 janvier 1978, ne pesant plus que 29 kilos. La cause officielle de son décès fut la malnutrition, provoquée par sa peur extrême d'être empoisonné. La mort tragique de Gödel montre à quel point les troubles de santé mentale peuvent profondément affecter même les esprits les plus brillants. Bien que ses travaux révolutionnaires en mathématiques et en logique continuent d'être célébrés, son histoire nous rappelle l'importance de reconnaître et de traiter les problèmes de santé mentale. Que se serait-il passé si Gödel avait cherché de l'aide plus tôt, lui permettant de vivre une vie plus longue et épanouie? Son histoire soulève des questions cruciales sur la façon dont la société soutient les individus confrontés à des troubles mentaux. Même les esprits les plus brillants ne sont pas à l'abri de ces luttes. L'héritage de Gödel reste celui d'une intelligence exceptionnelle mêlée à des épreuves personnelles profondes. Son histoire continue de résonner, rappelant l'équilibre fragile entre le génie et la condition humaine. Le 26 septembre 2010, à Boston Spa, un petit village du West Yorkshire en Angleterre, Jimmy Heselden, un homme d'affaires et philanthrope de 62 ans, roulait sur un Segway X2. Ce modèle tout-terrain conçu pour affronter des surfaces irrégulières faisait partie de la gamme de produits de Segway Incorporated, l'entreprise qu'il possédait. Heselden avait récemment acquis la société dans l'espoir de relancer son activité après l'engouement initial des années 2000 qui s'était estompé. Ce jour-là, Heselden empruntait un sentier étroit près de la rivière Wharfe. Le chemin, parsemé de racines d'arbres et de creux, longeait un escarpement abrupt menant à la rivière. Alors qu'il avançait, il croisa Sean Christie, un passant promenant son chien. Pour laisser passer Christie, Heselden recula avec son Segway. Mais le terrain accidenté rendit l'équilibre difficile et le Segway glissa. Heselden bascula alors par-dessus le bord, chutant d'environ 13 mètres dans la rivière en contrebas. Christie se précipita pour l'aider et retrouva Heselden inconscient dans l'eau. Les secours furent appelés, mais à leur arrivée, il était évident qu'Heselden était décédé. Les enquêteurs conclurent à l'absence de dysfonctionnement du Segway, et le coroner déclara que la mort était accidentelle causée par la chute.
L'incident, tragique, résultait d'un geste de courtoisie et des conditions difficiles du terrain. La mort des Selden était particulièrement ironique car elle impliquait le produit même qu'il cherchait à promouvoir. Connu comme l'un des hommes les plus riches du Royaume-Uni, Selden avait fait fortune grâce à Escobastion, une entreprise fabriquant des conteneurs en fil métallique pour barrières de protection dans les zones de conflit. Malgré sa richesse, il restait humble et généreux, donnant souvent à des œuvres caritatives. Il avait notamment fait don de plusieurs millions de livres sterling à des causes locales, dont 10 millions de livres à la Leeds Community Foundation. Bien qu'il fût conçu pour être sûr, des questions se posaient quant à son adaptabilité sur des terrains difficiles. Cependant, l'enquête confirma que l'appareil fonctionnait correctement et que l'accident était dû aux conditions du sentier et au mouvement des Selden. Après le décès des Selden, l'avenir de Segway Incorporated devint incertain. En 2013, l'entreprise fut vendue à Roger Brown, qui chercha à rendre le produit plus accessible en réduisant ses coûts et en repensant ses fonctionnalités. Par la suite, le Segway connut un succès modéré dans l'industrie du partage de véhicules. En 2015, Segway fut racheté par Ninebot, qui améliora sa rentabilité en adaptant la marque aux nouvelles exigences du marché. Malgré ses efforts, le modèle original de Segway fut abandonné en 2020. L'entreprise se concentra alors sur les vélos électriques, trottinettes et autres technologies, laissant derrière elle l'ambitieuse invention qui promettait de transformer les déplacements personnels. La mort des Selden suscita des discussions sur la sécurité et les limites de la technologie. Son héritage en tant que philanthrope et entrepreneur prospère reste significatif, mais son accident tragique en Segway illustre l'imprévisibilité de la vie. Le 5 juin 2014, à Novato, en Californie, la famille Moylan vécut une perte inimaginable. Sean Moylan, un jeune homme de 27 ans connu pour sa gentillesse et son esprit vif, perdit la vie après une chute du Golden Gate Bridge. Ce drame résonna encore plus profondément, car son grand-père, John Moylan, avait longtemps milité pour renforcer la sécurité du pont en plaidant pour l'installation de barrières destinées à prévenir de telles tragédies. John Moylan était une figure bien connue à San Francisco, célébré pour son engagement envers la sécurité publique et le service à la communauté. Il avait immigré aux États-Unis en 1951 et consacré une grande partie de sa vie au leadership syndical et à l'amélioration des conditions de vie. En tant que membre du conseil d'administration du Golden Gate Bridge Highway and Transportation District, il avait mené des efforts pour installer une barrière de sécurité sur le pont afin de prévenir les suicides. Après des années de débats, le Conseil approuva un plan de barrière en 2008. Cependant, les progrès furent lents et la construction prit encore plusieurs années. Tragiquement, malgré le combat acharné de John, son petit-fils Sean devint l'une des victimes que cette barrière aurait pu sauver. Sean avait affronté de grandes difficultés émotionnelles depuis des années, bien qu'il fût perçu par beaucoup comme une personne brillante et attentionnée. Plus tôt en 2014, il avait survécu à un accident grave à Eugene, dans l'Oregon, lorsqu'il s'était placé devant un camion en mouvement. Les preuves suggéraient qu'il s'agissait d'un acte intentionnel. Bien qu'il se soit rétabli physiquement, sa douleur émotionnelle persistait. Les membres de sa famille, y compris John, passèrent du temps avec Sian après cet incident, croyant qu'il allait mieux. L'après-midi du 5 juin, Sean se rendit au Golden Gate Bridge. Vers 16h22, les gardes-côtes retrouvèrent son corps dans les eaux en contrebas, confirmant la perte tragique. Pour John, le chagrin était immense, lui qui avait passé des années à lutter pour la sécurité des autres, sur le pont, pour finalement perdre son propre petit-fils à cet endroit. Dans des interviews après la mort de Sean, John parla ouvertement des difficultés de son petit-fils. Il décrivit Sean comme un jeune homme généreux et bienveillant, mais qui avait combattu une douleur intérieure profonde. Refusant de blâmer le pont ou qui que ce soit, John reconnut la complexité des luttes de Sean. Il avait un problème, et c'est tout, dit-il, soulignant qu'aucun facteur unique n'était responsable de ce qui s'était passé. Malgré son deuil, John resta fidèle à sa mission. Quelques semaines après la mort de Sean, le conseil du Golden Gate Bridge devait se réunir pour finaliser le financement d'un projet de 68 millions de dollars visant à installer un filet de sécurité sous le pont. Cette initiative était douce amère pour John. Il s'était battu pour elle pendant des années, mais elle arrivait trop tard pour sauver Sean. Depuis son inauguration, en 1937, le Golden Gate Bridge est devenu un lieu de désespoir pour de nombreuses personnes, avec plus de 1500 vies perdues à cet endroit. Chaque année, des dizaines de personnes tentent d'y mettre fin à leur jour. Le travail de John était un rappel que, bien que les barrières puissent aider, des solutions plus larges étaient nécessaires pour répondre aux problèmes de santé mentale. Même en pleurant son petit-fils, il resta déterminé à plaider pour ces changements. Le projet de barrière de sécurité du Golden Gate Bridge avait rencontré une opposition significative au fil des ans.
Les critiques évoquaient son coût, son impact sur l'esthétique du pont et ses potentielles répercussions sur le tourisme. Sous sa direction, le projet finit par être approuvé et la construction débuta, bien qu'elle prenne encore des années à être achevée. La disparition de Sean mit en lumière les défis persistants liés à la santé mentale et à la prévention des suicides. Si la barrière représentait un progrès, John savait qu'elle ne pourrait pas empêcher toutes les tragédies. « C'est une épidémie », disait John, espérant que des efforts continus apporteraient des changements durables. L'engagement inlassable de John Moylan a laissé un héritage durable sur le Golden Gate Bridge, transformant ce lieu en un symbole d'espoir pour d'innombrables vies. L'histoire déchirante de Sean est un puissant appel à l'action, incitant à la compassion et à la prise de conscience des luttes souvent dissimulées dans le silence. Le 28 juillet 1980, Troy Leon Gregg, âgé de 32 ans, s'évada de la prison d'État de Géorgie. Condamné à mort pour un double homicide et un vol à main armée commis en 1973, il réalisa cet exploit avec 3 autres détenus, Timothy McCorquodale, Johnny L. Johnson et David Jarrell. Cette nuit-là, ils mirent en œuvre un plan audacieux. Après avoir scié les barreaux de leurs cellules, grimpé sur des rebords et revêtus des uniformes de gardiens volés, ils parvinrent à franchir plusieurs postes de sécurité sans être repérés. Ce fut la première évasion réussie d'un condamné à mort dans l'histoire de la Géorgie. Une fois à l'extérieur, pendant un bref instant, ils goûtèrent à la liberté. L'histoire de Troy Gregg commença en 1973, alors qu'il avait 25 ans. Tandis qu'il faisait de l'autostop en Floride avec Floyd Allen, un jeune de 16 ans, ils furent pris en stop par Fred Simmons et Bob Moore. La voiture de Simmons tomba en panne au cours du trajet et il acheta un nouveau véhicule avec son propre argent. Quelques heures plus tard, la situation dégénéra en violence. Gregg affirma que Simmons l'avait agressé lors d'une dispute, l'obligeant à agir en légitime défense. Il expliqua qu'il avait tiré sur Simmons et Moore pour se protéger. Allen, cependant, raconta une toute autre version. Il témoigna que Gregg avait planifié de voler les 2 hommes et lui avait confié son intention. Selon Allen, Gregg avait abattu Simmons et Moore, s'était assuré de leur mort, puis leur avait volé leurs affaires et leur voiture. Ils prirent la fuite, Gregg fut appréhendé avec un pistolet de calibre .025 et condamné pour vol et meurtre, recevant une peine de mort. Le procès de Gregg marqua un tournant dans l'histoire juridique des États-Unis. Son affaire fut l'une des premières à confirmer une condamnation à mort après le rétablissement de la peine capitale par la Cour suprême en 1976 suite à la décision Furman vs Georgia. L'affaire Gregg introduisit un système de procès en 2 phases afin d'assurer une plus grande équité dans les verdicts. Dans la nuit du 28 juillet 1980, lui et ses complices mirent leur plan à exécution. Ils quittèrent leur cellule, atteignirent une issue de secours et passèrent devant des gardiens déguisés en membres du personnel. Après son évasion, Gregg appela un journal local, l'Albany Herald, pour dénoncer les conditions carcérales, attirant ainsi l'attention des autorités sur sa fuite. Dans la soirée, Gregg se retrouva dans un bar en Caroline du Nord. Les récits de ce qui se passa ensuite divergent. Selon une version, Gregg, sous l'emprise de l'alcool, aurait confronté une serveuse, provoquant une altercation avec un motard venu défendre la jeune femme. La confrontation aurait dégénéré et Gregg aurait été battu à mort. Une autre version affirme que ses complices se seraient retournés contre lui. L'accusant de les avoir trahis, le corps de Gregg fut retrouvé plus tard dans la rivière Catawba. La cause de sa mort fut déterminée comme une suffocation due à un gonflement provoqué par de graves blessures. Pendant ce temps, les autres évadés ne parvinrent pas à aller bien loin. En 3 jours, McCorquodale, Johnson et Jarrell furent capturés dans une maison abandonnée. Bien que McCorquodale et un autre homme, James Cecil Horn, furent initialement inculpés pour la mort de Gregg, les charges furent abandonnées faute de preuves suffisantes. Les circonstances exactes de la mort de Gregg restent floues. L'évasion de Troy Leon Gregg se termina quelques heures seulement après avoir commencé. Après des années passées dans le couloir de la mort, son bref goût de liberté fut brutalement interrompu par des événements étrangement similaires à ceux qui l'avaient conduit en prison. L'histoire de Gregg laisse de nombreuses questions en suspens. Aurait-il pu commencer une nouvelle vie ou son passé l'aurait-il rattrapé? Et si ses complices étaient restés unis ou s'ils avaient tous échappé à la capture? Ces questions persistent. Sa vie et sa mort restent étroitement liées à l'histoire de la peine de mort aux États-Unis, un rappel troublant de la justice, du destin et de l'ironie de ces dernières heures.